La France du 19e siècle a beaucoup aimé les grandes entreprises de restauration. Elle les a passionnément désirées. Et parmi celles-ci, Carcassonne est une des plus importantes et des plus longues. Et il faut savoir que c'est un chantier au long cours qui va durer plus de 60 ans. Et je pense que la restauration de Carcassonne est aussi importante pour la France dans ce qu'elle a voulu faire au 19e siècle que pour Viollet-le-Duc, dans la vie duquel elle tient une place extrêmement importante, extrêmement longue. La restauration que Viollet-le-Duc entreprend de la cité est une restauration qui vise à lui redonner sa silhouette. Mais c'est une restauration qui est consciente de toute la trajectoire historique de la cité. Viollet-le-Duc est d'abord un archéologue qui a cherché à comprendre à la fois l'origine et les développements successifs de la cité. Il n'a rien enlevé parce que déjà il y en avait suffisamment qui avaient disparu et on voit très bien que Viollet-le-Duc est venu se superposer à l'état ruiniforme de la cité sans avoir ôté quoi que ce soit. La cité de Carcassonne, évidemment, n'a plus de rôle militaire depuis bien longtemps. Ce qui fait que la ville a continué à vivre et notamment que les espaces entre les deux enceintes, ce qu'on appelle les lices, ont été peu à peu investis par les habitants qui ont construit tout un quartier. Et quand Viollet-le-Duc découvre la cité de Carcassonne, il y a plus de 100 maisons qui sont là, installées dans les lices et qui forment un véritable quartier. Et évidemment, pour rendre à la cité sa physionomie d'ouvrages fortifiés, il faut absolument supprimer ce quartier. La cité restaurée, c'est un paysage. La cité restaurée, c'est un objet qui est à l'échelle du territoire français. Le 19e siècle a voulu rendre présente l'image du passé. Carcassonne devient une icône de la France laïque et guerrière du Moyen-Âge. Elle ne s'oppose pas aux cathédrales, mais elle en est l'autre versant. C'est l'âme de la naissance de la société française telle que la vivent les intellectuels du 19e siècle. Et évidemment, Viollet-le-Duc va passionnément toute sa vie s'opposer à ce système de valeurs qui privilégie le néoclassicisme pour revenir aux sources d'un art qui est celui du peuple français. Viollet-le-Duc, confronté à l'ensemble de la cité de Carcassonne, c'est-à-dire à un objet immense, a d'abord un objectif de connaissance. Et cet objectif de connaissance, il va le mettre en œuvre comme un architecte par le relevé, par le dessin. Même si Viollet-le-Duc est extrêmement intéressé par la photographie et les ressources qu'elle donne, celle-ci ne se substitue pas au dessin, qui est quand même le moyen d'expression privilégié de l'architecte, d'une part pour établir le constat de l'édifice tel qu'on le lui confie, et d'autre part pour établir un projet. À Carcassonne, Viollet-le-Duc ne vient qu'une fois par an, une quinzaine de jours maximum, et néanmoins, c'est lui qui dessine tout. Il y a toute une polémique au sujet des toitures qui dure déjà depuis fort longtemps, et je pense qu'elle repose sur un malentendu. Viollet-le-Duc a représenté, séfiguré la cité à son moment d'apogée, son moment de perfection. Et pour lui, ce moment de perfection de la fin du XIIIe siècle, c'est un moment de perfection technique. Il a restitué des toitures à forte pente, couvertes en ardoise, en lauze, nous dirions ici en Languedoc. Et c'est une vision unitaire. Aujourd'hui, on re-restaure, c'est-à-dire que si l'on a pu enlever des toitures de Viollet-le-Duc pour mettre d'autres matériaux, aujourd'hui nous revenons à sa vision parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la Carcassonne que nous avons à conserver, c'est celle en partie de Viollet-le-Duc. Elle nous intéresse aussi parce qu'elle est la vision du 19e siècle sur cet ensemble. Pour lui, toutes les parties décoratives d'un édifice servent sa fonction, servent son usage et sont donc dans le champ de sa compétence. Et c'est le cas pour les vitraux. Le XVIIe, le XVIIIe siècle ont abandonné l'art du vitrail de pleine couleur. Le XIXe siècle est un siècle où on redécouvre, où on réinvente l'art du vitrail. Il faut bien se représenter que pour Viollet-le-Duc, un ornement est quelque chose qui doit avant tout être nécessaire, être utile. L'ornement pour l'ornement ne l'intéresse absolument pas. Les gargouilles sont peut-être une des choses qu'on remarque le plus dans cette architecture. Il est vrai que Viollet-le-Duc, au cours de sa carrière, a dû dessiner des centaines, voire des milliers de gargouilles, je ne sais pas.
Et Viollet-le-Duc va repeupler sans hésitation l'architecture de ces figures parfois fantastiques, parfois humoristiques, parfois naturalistes, parfois abstraites. La gargouille est avant tout un accessoire absolument indispensable à l'architecture. Dans l'architecture du Moyen-Âge, il n'y a pas de gouttière. Il faut donc que l'édifice se défende contre les intempéries. Donc il rejette les eaux à l'extérieur. La gargouille, elle sert à cela. Simplement, il faut bien comprendre que ça se place dans une économie de l'architecture qui est avant tout une économie raisonnée. Pour Viollet-le-Duc, le style, c'est l'interaction entre les besoins et le matériau qu'on se propose d'utiliser. La raison conduit à l'art, ça c'est évidemment la grande pensée de Viollet-le-Duc. Il n'y a pas de différence entre le détail et la conception d'ensemble. Le détail en fait nécessairement partie. Chaque forme est gouvernée par une destination bien précise, qu'elle soit technique, qu'elle soit d'usage, qu'elle soit liée à la nature du matériau, à la manière dont celui-ci se comporte, etc. Le détail n'est que l'expression de ce souci. Je crois qu'il faut bien se rendre compte que la manière dont Viollet-le-Duc agit pour restaurer les monuments n'est absolument pas la nôtre. Viollet-le-Duc compose un langage contemporain à partir du langage gothique. Au XXIe siècle où nous sommes, pour nous, la valeur des témoignages du passé est leur authenticité matérielle. Pour Viollet-le-Duc, il s'agit autant que possible de la conservation matérielle d'un monument, mais il s'agit avant tout de la conservation, de la transmission de sa forme, de ce en quoi cette architecture a une valeur, une qualité qui témoigne du passé et qui doit être transmise comme une leçon, comme un exemple. Et donc si, pour que cet exemple soit transmis, il faut intervenir, y compris lourdement dans un édifice, y compris pour réparer les erreurs que peut-être le maître d'œuvre du Moyen-Âge a commises aux yeux de Viollet-le-Duc, cette erreur sera réparée, de manière à ce que l'édifice témoigne d'une vérité architecturale qui authentifie en quelque sorte son message. Je crois d'ailleurs que si le tourisme a fait de ce site un site majeur, c'est qu'il continue à parler. Et il continue à parler du Moyen-Âge, de l'origine de la nation française, des événements qui ont permis cette construction. Et je crois que ce message est encore actuel parce que l'évidence du témoignage matériel est là, elle s'impose, elle pose des questions auxquelles chacun cherche à répondre.